Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un rôle encore méconnu, parfois entouré d'idées reçues ou de confusion, celui de doula. Quel est son rôle? Où s'arrête-t-il? Et pourquoi tant de femmes aujourd'hui ressentent ce besoin d'être accompagnées autrement pendant leur maternité? Dans cet épisode, Charlène Machpi, doula périnatale, prend la parole pour expliquer en quoi consiste réellement ce métier d'accompagnement, en dehors de tout acte médical. Elle revient sur les contours de sa pratique, les besoins qu'elle rencontre chez les familles, les limites de son rôle et l'importance de remettre de l'écoute, du lien et du respect dans ces moments de vie si sensibles. Pour découvrir son univers et ses accompagnements, rendez-vous sur son site charlendoula.fr. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous écoutez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé, pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Merci infiniment à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, une doula, c'est une personne qui est présente avant, pendant et après une naissance. C'est-à-dire à partir du moment où on se ressent dans la question de tiens, est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant, jusqu'au moment du postpartum. Donc ça inclut la grossesse, la naissance et bien sûr le postpartum immédiat et le postpartum un peu plus long. C'est une personne donc qui vient très souvent à votre domicile. L'idée c'est de prendre soin de vous, d'un point de vue émotionnel, donc en vous écoutant, mais aussi accomplir des tâches logistiques très simples, par exemple du type organisationnel, mais aussi prendre soin du lieu où vous habitez, voilà, faire une tournée de linge, étendre une machine à laver pendant que bébé dort et que maman dort. Et puis, c'est aussi un soutien communicationnel au sein du couple. Lorsqu'il y a des tensions, l'idée c'est de remettre du lien, de la connexion et de la communication au sein du couple. C'est une professionnelle donc de l'écoute, c'est une professionnelle qui n'est non médicale, non thérapeutique, et c'est une professionnelle qui intervient bien sûr au moment d'une naissance, donc on va plutôt parler de la vie, mais on est aussi bien sûr présente lors du deuil périnatal. Voilà, l'idée c'est de pouvoir soutenir aussi ces espaces de mort et de vie, que ce soit à travers une IVG, une IMG ou la mort d'un nourrisson. Quels sont les piliers de ton accompagnement? Les piliers, à mon sens, c'est la liberté, l'autonomie et la joie. Ça, ce sont mes piliers très personnels, hein. Chaque doula a ses piliers. D'ailleurs, on appelle ça la couleur de doula. C'est un peu, un mix de son éthique, de ce qui nous forge, de ce qu'on est et bien sûr la posture de doula en tant que telle. Donc en termes de doula, le pilier principal de toutes les doulas, c'est l'écoute. L'écoute inconditionnelle, c'est-à-dire que on ne dispense d'aucun conseil, aucune guidance, aucune orientation, aucun jugement bien sûr. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'être 100% sur de l'écoute. L'écoute des besoins, la reformulation, la légitimisation des émotions qui sont en présence et l'accueil des émotions, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, de la disponibilité. Donc ça, c'est le premier pilier universel à toutes les doulas. Après, moi, j'ai un pilier assez fort sur la partie du consentement. En plus d'être doula, je suis aussi formatrice au consentement et donc moi, le consentement chez moi, il est inévitable et donc c'est comme ça que j'aime mener les accompagnements. J'ai un autre pilier qui est la joie parce que, voilà, je suis une personne assez joyeuse et j'affirme que même à travers, des parcours, d'écoute, des accompagnements autour du deuil périnatal, il y a des espaces où on peut, vivre des élans de sourire, des élans, de pleurs, mais aussi des élans de rire. Voilà, tout est possible. J'ai aussi un autre pilier qui est, vivre les choses à son rythme, autant pour moi que pour les familles. L'idée, c'est vraiment, cet espace, cet état de se choisir en tant que personne accompagnée et personne accompagnante. Comment distinguer le rôle d'une doula de celui d'une sage-femme ou d'une professionnelle médicale? C'est simple, moi je n'ai pas fait plusieurs années de médecine. J'ai fait euh, officiellement 1 an de formation
auprès d'un centre dédié aux doulas. Et mon rôle, c'est d'accompagner. Je suis une professionnelle de l'écoute. Je ne suis pas une professionnelle médicale. Je ne vais pas poser de diagnostic. Je ne vais pas, je sais pas moi, faire de toucher vaginaux, je ne sais quoi. En fait, moi, mon travail, c'est d'écouter les personnes et de les soutenir à domicile. Voilà, c'est de prendre le temps avec les mamans et les papas et leur permettre de vivre des moments fabuleux en famille, sur du long terme. Quelles sont les limites encadrant ta pratique? Il y a celles que je me fixe pour moi-même, il y a celles qui sont fixées par la loi. Voilà, par exemple, je n'interviens jamais, au grand jamais, lors d'une naissance à domicile. Je n'interviens pas s'il n'y a pas de professionnels médicaux, que ce soit sage-femme spécialisée, dans l'accouchement à domicile ou gynécologue, obstétricien ou médecin. Le travail, c'est, de respecter aussi le cadre, voilà. J'ai des mamans qui m'ont demandé de faire une préparation à l'accouchement, mais non, ça c'est, du ressort de la sage-femme. C'est un accompagnement médical, et moi voilà, c'est mon cadre, c'est de rester dans les clous, en termes de la législation, du cadre français, du cadre légal et de ne surtout pas aller sur un terrain médical, voilà. Et puis de toute façon, c'est pas du tout ma posture et c'est pas du tout, vers là, que j'aime travailler. Quels sont les préjugés que tu entends le plus souvent? Ah ah! Bah, j'en parlais juste avant de, faire de la prépa à l'accouchement, donc non. Prépa à la naissance, donc non, pas du tout. Ça, c'est du ressort du cadre de santé. C'est, les doulas sont mystiques ou spirituelles. Oui, il en existe et je trouve ça très chouette à partir du moment où les parents sont aussi dans la même vibes, qu'il y a pas de registre sectaire ou autre, mais que vraiment on est en pleine conscience de ce qui se passe et de ce qu'on a envie de vivre. Bienvenue à ces parts-là. Il y a des doulas qui sont spécialisées sur telle ou telle religion, des doulas spécialisées, dans le catholicisme, dans le bouddhisme, dans le dans l'islam. Bienvenue à ces doulas et merci d'accompagner des parents qui ont besoin de vivre de la foi à travers, cet accompagnement et voilà, tant que ça touche pas à un état sectaire, pour moi c'est chouette en fait. Plus il y a de doulas, qui rayonnent d'une certaine manière et mieux c'est. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je suis axée sur un aspect féministe et militant du choix. Que les femmes puissent avoir le choix et l'accès à leur consentement sur, leur lieu d'enfantement, sur comment elles ont envie d'enfanter, sur la manière dont elles ont envie d'être, heu, prises en compte. Voilà, moi c'est mon créneau à moi. Et sur l'aspect aussi assez joyeux. Voilà, je propose un accompagnement, très centré sur la joie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme préjugés? Il y a des préjugés de la part des professionnels de santé qui ne veulent pas du tout s'affilier avec des doulas, parce que ça peut faire peur, parce que c'est un métier inconnu, ignoré. L'ordre des sages-femmes qui ont pu nous taxer, de personnes, qui, qui qui font reculer, les diagnostics médicaux, mais alors non, moi je travaille en main dans la main avec les professionnels de santé compétents et en aucun cas j'irai retarder, je trouve ça complètement fou. Je trouve ça même important qu'il y ait du lien, voilà, du lien humain, et de la solidarité entre les professionnels, même si on n'est pas des professionnels de santé, on est des professions complémentaires. Ne pas aller contre, mais aller avec, ensemble. Quel malentendu te semble le plus important à corriger? C'est l'amalgame premier, c'est qu'une sage-femme est une doula. Non, non, non et non. Une sage-femme a fait plusieurs années d'études, dans le milieu de la santé pour avoir accès à son titre de sage-femme. Moi, j'ai fait une année, axée sur l'écoute professionnelle. L'écoute des familles, bien sûr avec, tout un tas de contextes professionnels autour de la périnatalité. Mais en aucun cas j'ai, touché à un côté médical, pas du tout. Ça, c'est le ressort des médecins, des sages-femmes, des obstétriciens, des chirurgiens et cetera. Pourquoi ce métier suscite-t-il encore parfois des méfiances? Parce qu'il est pas connu, très peu connu et lorsqu'il est connu, lorsque le mot n'est donc déjà le mot n'est pas connu. C'est-à-dire qu'en 2020 je crois, c'était une personne sur 2 qui connaissait ce mot, le mot doula.
À savoir que dans ces personnes, aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent savoir ce que c'est, mais qui au final ne savent pas. Ça m'est arrivé lors d'un déjeuner qu'une personne me dise: «Ah, tu fais quoi comme métier?» Je lui réponds: «Doula». Elle commence à me poser des questions. Je lui dis: «Est-ce que tu sais ce que c'est?» Elle me dit: «Oui», donc moi je lui fais confiance. Et puis à un moment donné, elle me dit: «Mais comment tu fais, pour faire tourner la tête, au moment du passage du bébé, à la sortie là, au niveau de la vulve de la maman?» Et là je lui dis: «OK, qu'est-ce qu'une doula pour toi?» Et donc elle me dit: «Bah, c'est une sage-femme, voilà». Je fais: «OK». Alors en fait, moi je ne toucherai jamais à une maman, je ne toucherai jamais en fait, les parties génitales d'une maman. Je ne suis pas professionnelle de santé. Moi, je suis là pour être présente, lors, de l'enfantement sur, un aspect logistique, soutien émotionnel, mais alors en aucun cas je vais aller toucher la vulve, de de la maman. Voilà, tout comme, il n'y a pas de suivi médical, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas les personnes que je rencontre ne sont pas mes patientes. Tout ça, c'est un jargon médical et donc c'est réservé aux professionnels de santé. Moi, en ce qui concerne, officiellement, ce sont des clientes. Moi, j'appelle mes clientes les mamans accompagnées, mais ce sont des clientes. Il y a une facture au bout, voilà, c'est un échange de services. Pourquoi ce métier suscite-t-il encore parfois des méfiances? C'est parce qu'il y a tout un contexte, où, en France, il y a encore des difficultés à ce que, des professionnels, qui ne sont pas issus de la santé puissent accompagner, des personnes, heu et pouvoir travailler en intelligence et en lien entre professions non médicales et paramédicales et non médicales et non paramédicales, comme les doulas. Il y a aussi, une méfiance au niveau, de l'ampleur sectaire. Jusqu'en 2008, je crois, le mot doula était encore inscrit, hem, en état de secte. Donc c'est complètement aberrant, mais voilà, c'était encore le cas. C'est un métier qui n'est pas, reconnu, officiellement par les autorités. L'idée, c'est bien sûr qu'ils le deviennent. Voilà. Mais en tout cas, il y a encore beaucoup à faire. Il y a des doulas dans beaucoup, beaucoup de pays. Dans certains pays, c'est même un tiers des femmes qui font appel, à une doula. Le mot est connu, reconnu et cetera et donc nous, en France, c'est encore un mot qui peine à être connu. Mais je vois ça comme de la même manière que les ostéopathes, il y a 40 ans, on se disait: «C'est des charlatans, qu'est-ce que c'est que ça?» Et puis aujourd'hui, c'est dans le paysage, des Français. On connaît le mot ostéopathe, on sait ce qu'il fait, où elle fait et ils sont consultés. Ces professionnels sont consultés, même s'ils ne font pas partie du métier médical. Donc pour moi, ouais, je vis, un peu ce même essor, de la part des doulas. Comment réponds-tu aux personnes qui pensent que les doulas remplacent le médical ou sortent de leur cadre? Je vais leur, demander ce qu'elles pensent qu'est une doula. Donc déjà très souvent il y a des choses médicales qui sont énoncées et donc là, je reprends immédiatement parce que le but, c'est de ne pas aller vers un amalgame. L'idée, c'est vraiment que la personne comprenne et intègre, si elle a envie, hein, bien sûr, parce que je veux pas rentrer dans un état de convaincre si la personne n'a pas envie d'écouter. En fait, pour l'instant, la plupart des personnes qui sont, anti-doula, ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à écouter ce qu'est la définition que je porte aujourd'hui et que je pratique aujourd'hui dans mes accompagnements. Donc déjà, la communication est facilement stoppée. Après, quand la personne a vraiment de l'intérêt à comprendre comment je travaille, et cetera, bien sûr, là, c'est très facile et les personnes, comprennent très, très facilement la place, des doulas et ce qu'elles font, ce qu'elles apportent, la plus-value et voilà et même certaines sages-femmes, ont pu me confier que, voilà, elles n'ont pas le temps de rester 1 heure et demie au domicile de la personne pour l'écouter et d'entendre à quel point c'est compliqué, telle ou telle chose. Elles en conviennent. Il y a des sages-femmes qui le font et ce sont des incroyables sages-femmes et je suis très contente et très souvent, en fait, la plupart de ces sages-femmes, on travaille main dans la main. Et sinon, qu'est-ce que je réponds aux personnes qui disent que les doulas, sortent de leur cadre? Oui, il en existe, tout comme il existe, des professionnels de santé, qui font des actes, illégaux.
sur leurs patients. En fait, il existe, des personnes qui iront toujours au-delà des limites. Moi, je connais mes limites et j'en suis fière de les connaître et d'aller vers, ce qui est bon pour moi, en tant que citoyenne, en tant que professionnelle. Voilà, en tant que doula. À quoi ressemble ton accompagnement au quotidien? Eh bien, mon accompagnement, déjà, il y a toujours une première rencontre. La première rencontre, souvent, elle se fait soit par SMS, soit par téléphone. La personne va me contacter. Ensuite, je vais, moi, la recontacter quand je me sens, disposée à le faire, très rapidement. On va soit s'appeler par téléphone, soit en visio et on va se présenter. On va voir, comment on a envie, de travailler ensemble, d'agir ensemble, d'être ensemble et de cheminer ensemble. Puis, on va avoir un rendez-vous, physique où là, on va vraiment avoir, le rendez-vous en lui-même et à la fin de ce rendez-vous, on va se choisir. Je vais partir et je laisse la personne me recontacter pour prendre un nouveau rendez-vous et affirmer que c'est bien moi avec qui elle a envie de travailler. Voilà. Dans une séance que je propose d'1 heure et demie, il y a bien sûr une partie, je dépose ce qui est là, un peu un comment je vais. Il y a une partie, je rentre dans le vif du sujet s'il y a une énorme, émotion, qui est présente et très souvent, c'est le cas. Donc là, c'est de l'écoute, de la reformulation, de la légitimisation de l'émotion qui est là, l'accueil inconditionnel de cette émotion. Puis, parfois, ça débouche sur des questions, des questionnements, des remises en question, des demandes de soutien précis et donc là, on va aller voir, OK, tu as tel besoin, eh bien, est-ce que chez toi, tu as cette ressource? Non, je vois pas. OK. Dans cette situation, est-ce que tu as déjà vécu cette situation? Ah bah oui, ça m'est déjà arrivé dans telle, situation. Ah, et ben, comment tu faisais pour te ressourcer? Ah bah c'est vrai, j'ai fait appel à ma super copine. Ah oui, c'est vrai, j'ai été me faire masser. Ah oui, c'est vrai, j'ai été voir ce super psy. OK. Eh bien super. Est-ce que tu te sens ici et maintenant réactiver cette ressource que tu as déjà en toi? Oui, non. OK, non. Alors on creuse. Est-ce qu'il y a quelque chose ici et maintenant qui te vient? Non. OK. Est-ce que tu veux qu'on fasse appel à des ressources extérieures? Oui. OK. Moi, dans ma pratique, il m'est arrivé, que des mamans me disent qu'elles avaient utilisé cette technique-là, cette chose-là et cetera. «Qu'est-ce que tu en penses?» «Ah oui, bah ça, oui, ça pourrait me plaire. Ah oui, ça, OK, super, ça, j'ai envie. Ouais, ça, c'est un gros waouh!» Eh bien, comment on va mettre en place cette nouvelle proposition pour permettre à maman ou papa d'être, au mieux dans son besoin. Et puis pour clôturer la séance, on va tout simplement, soit faire une visualisation, soit, jouer à Pépite et Caillou. Pépite et Caillou, c'est l'endroit où on vient se déposer, autant moi que eux. On ouvre un espace de communication où là, on se dit: «Qu'est-ce qui a été super chouette?» Notre pépite. «Et qu'est-ce qui a pas été très chouette et que j'aimerais pas revoir la prochaine fois ou qui a été un peu, plombant pour moi?» Et pareil, ça, c'est notre caillou et donc on joue à ça pour, moi, me permettre d'entendre ce qui a été super pour eux et ce qui a été moins bien. Très souvent, il y a beaucoup de pépites comparé aux cailloux, mais les cailloux, la grande partie du temps, c'est: «Il y avait pas assez de temps, j'ai envie de te revoir, rapidement» et là, bah, voilà, là, on prend rendez-vous. Comment travailles-tu avec les familles avant, pendant et après la naissance? Toujours avec leur consentement, ça c'est mon pilier de base, avec douceur, main dans la main, à leur rythme, avec, a ouais, ça j'ai envie de le nommer, avec une grande dose d'amour. Je porte beaucoup d'amour pour les personnes, qui osent me contacter et ça c'est le plus important à mon sens. C'est ce qui me rend profondément joyeuse et humaine et et voilà, je porte beaucoup d'amour aux familles qui font appel à moi et très souvent, en fait, dans les accompagnements que je vis, il y a de la joie et il y a vraiment de l'amour palpable. C'est beau à voir. Voilà, je vis aussi, ouais, de la beauté dans ces accompagnements et donc je travaille avec toutes ces énergies-là, là, de beauté, d'amour, de reconnaissance, de voilà, d'authenticité aussi. Voilà, donc très souvent, avant, quand les personnes sont en préconceptionnel, bien sûr, j'agis toujours en fonction des besoins, mais après moi, je peux aussi avoir une trame, que je peux proposer
Au moment de la préconception, ça peut être des questions de, bah, voilà, on a une grande famille, comment on fait pour, intégrer ce nouvel enfant, dans notre famille? J'ai des besoins précis, en termes organisationnels, logistiques et cetera. En phase de grossesse, ce que j'aime, c'est vivre bien sûr les émotions présentes, les choix importants qui se posent, pendant la grossesse, mais aussi, préparer le postpartum. Et vraiment, là, c'est préparer le postpartum de rêve. C'est qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que je veux avoir une couronne, de 10 000 carats sur ma tête, pendant ce postpartum et me donner le plein potentiel pour vivre un postpartum de rêve? Et après la naissance, bah, là, on est dans ce que je peux appeler le rush ou le petit nuage. En tout cas, le grand bouleversement de la naissance. Et là, c'est comment je fais pour, bah, voilà, pour prendre mon temps, pour vivre des moments incroyables en famille et hem et donc là, je viens à domicile pour être la plus discrète possible, mais apporter un maximum, d'efforts, en termes de soutien à la famille, que ce soit en logistique, en soutien matériel, en soutien de communication au sein du couple, mais aussi, Hem, en termes d'écoute émotionnelle et de soutien auprès de la fatigue. Voilà, permettre aux mamans d'être reposées et de se reposer, ou aller se laver, prendre du temps pour elles, pendant que je prends soin de bébé ou de la fratrie et voilà. En quoi ta présence permet-elle un vécu plus serein, plus informé, plus respecté? Plus serein, on me le dit souvent en effet. Apaisement, sérénité, on me pose souvent ces mots-là. Je pense que c'est par toute ma posture. La posture de doula est unique. C'est très rare au final dans notre société de rencontrer une personne qui est là vraiment juste pour écouter, pour se faire écouter. Qui vient là vraiment pour écouter profondément une personne qui est physiquement investie, qui a le cœur grand ouvert, qui est là juste pour soi, pour vivre ce cocon. Et cet espace-là, il est pas commun. Donc déjà, il peut bouleverser d'oser de s'offrir ça. Et très souvent, à la suite, de ce que j'appelle une épuration émotionnelle, c'est à la fin d'une grosse émotion, quand on revient un peu à soi, de se dire: «Waouh, waouh, j'ai traversé cette émotion, je l'ai accueillie». Il y a cet état, en fait, de sérénité dans les corps et dans les regards des personnes et ça, c'est beau. Et puis, en quoi ma présence, heu, permet un vécu plus informé? Bah, moi, je suis très axée sur le consentement. Ce qui veut dire, que si je détiens une information qui est nécessaire dans le processus que la personne est en train de vivre ici et maintenant, je me dois de lui livrer cette information. Heu, je travaille toujours avec un esprit de panel. C'est-à-dire que cette information, si je l'ai en moi, je vais lui indiquer qu'il existe, une information sur tel, sujet, qu'elle est sourcée à tel onglet et cetera. Et l'idée là, c'est vraiment que la personne, aille s'informer d'elle-même en fonction de ses valeurs, de son temps, de ce qu'elle a envie et cetera. Par exemple, c'est des choses toutes simples, mais il y a des femmes qui me disent, heu: «Je rêve d'accoucher à domicile, mais je c'est interdit». Et bien là, je leur dis: «Heu, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est interdit?» «Ah bah, je sais pas, je connais pas, c'est pas présent en France» et cetera. Et évidemment, là, je leur explique que si c'est possible et qu'en plus, dans notre région, il y a des sages-femmes qui pratiquent, l'accouchement à domicile. Mais que, voilà, les structures, hospitalières existent, bien sûr, ça c'est connu et reconnu, les cliniques aussi. Il existe des maisons de naissance, des plateaux techniques, et que tout est possible à partir du moment où on veut vivre, tel ou tel choix de lieu de naissance. Et plus respecté, bah, c'est tout simplement parce que je pense que je prends le temps, le regard droit dans les yeux, cette posture, ce cœur grand ouvert à nouveau, voilà. Est-ce que tu peux partager un exemple anonyme qui illustre le cœur de ton métier? Le choix est difficile parce que j'en ai plein qui me viennent à la fois. J'ai envie de parler d'une maman qui a perdu son bébé. Donc là, on est dans un contexte de deuil périnatal où, une maman me crie, sa colère, me crie, son dégoût de la vie,
me crie voilà, tout ce qui la transperce de, de part et d'autre, et qui à la fin me regarde et me dit: «Heureusement que tu es là, ça fait du bien d'être là et de pouvoir crier, hurler sans que tu prennes peur, sans que tu aies peur de mes émotions». Je trouve ça tellement important et puissant, d'être présente, pour les mamans endeuillées et les papas endeuillés. C'est quand même, un sujet extrêmement tabou en France, dans notre société, dans notre culture, et j'ai à cœur d'être là pour ces mamans-là, ces mamanges et ces papanges et ces paranges. Évidemment, si je vois qu'il y a besoin d'un soutien supplémentaire, complémentaire, j'hésite pas à ce que la maman, soit, ou le papa, soit soutenu, par des professionnels psychologues, psychiatres et cetera. Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce que les familles recherchent aujourd'hui en venant vers une doula? Ils recherchent à être écoutés, à prendre le temps, à vivre un moment pour soi, voire en couple, pour cette grossesse et ce postpartum. Ils recherchent de l'information, ils recherchent un soutien dans leur, manière d'être parents. Ils recherchent des réponses concrètes, et très souvent c'est déstabilisant parce que, on me l'a souvent dit, on m'a dit, «Ah mais moi je veux un conseil, c'est quoi ton opinion?» Et je leur dis: «Ah non, 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 ça c'est une conseillère et donc ce n'est pas moi. Moi je suis doula et donc moi je ne donnerai jamais mon opinion parce que mon opinion ne concerne que moi. Or là vous êtes en train de me payer moi pour ce service et c'est pour vous. C'est pas pour moi, c'est pas pour que je vous raconte ma vie. Non, non, non. Sinon vous écoutez des podcasts». Et donc bah, voilà, comment toi tu as ce besoin, comment on fait pour atteindre ce besoin? De quoi tu as besoin? Tu as cette question, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Tiens, est-ce que je dois me faire vacciner enceinte? OK, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça te fait? Moralement, physiquement, comment tu le vis? Comment c'est pour toi? Ah c'est voilà, bah, moi je le vis sereinement et cetera. OK, et qu'est-ce qui est bloquant? Ah bah, un tel m'a dit que c'était pas bien de faire ça. OK, qu'est-ce qui fait que tu écoutes un tel? Ah bah, parce que, elle l'a fait et puis, finalement elle a regretté. OK. Est-ce que cette personne, apporte quelque chose d'étayé pour dire, ce regret et cetera? En tout cas, c'est creuser, 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 et puis très souvent, en fait, les personnes ont les clés de leur propre autonomie, hein. Voilà. Moi, je suis juste, le support qui fait un peu le trampoline à: «Hey, rappelle-toi, tu as cette autonomie en toi et elle est belle et elle est active». Mmh. Est-ce lié au manque de temps dans le système de santé? Alors oui, je pense, mais aussi au manque de formation. Hem, je ne vais pas généraliser, mais il existe des sages-femmes, des médecins traitants, des gynécologues, des obstétriciens qui ne sont pas, professionnels de l'écoute et qui ne prendront jamais, qui n'auront pas le temps en effet de prendre 1h30 ou 2 heures pour, écouter une maman, sur une question qui peuvent même paraître futile, mais qui pour cette maman est extrêmement importante. Donc oui, un manque de temps et un manque de formation. J'ai envie de le souligner parce que, tous les professionnels de santé ne sont pas, des pros de la communication, et bien sûr, il y en a qui sont des professionnels de la santé et de la communication, et merci à eux, de se former et d'être vigilants à ça. Moi, je vois un tournant après le Covid où, les mamans qui ont vécu des grossesses ou des accouchements ou des postpartum en plein Covid, ces mamans ne veulent plus jamais, jamais, jamais revivre ça. Cet isolement, cette infantilisation parfois même, ces violences, parce qu'il y en a eu, et en fait elles veulent, certaines me disent: «J'ai envie de reprendre le pouvoir, voilà, reprendre ma revanche, faire ma révolution de mère et cetera». Alors moi, je suis pas dans ce milieu de lutte, à aller contre et cetera. Moi, j'ai plutôt tendance à rassembler, à vivre les choses ensemble. C'est clair et net que le Covid a augmenté les demandes, et il y a aussi, il y a aussi le fait que dans notre société, on commence de plus en plus à parler d'émotions, d'accompagnement autre que médical. Donc voilà, c'est assez large. En tout cas, il y a des prises de conscience, il y a beaucoup plus de personnes qui ont des désirs, d'être pris en charge, sur leur propre santé, physique et mentale. Donc c'est vraiment, une, je vais pas dire une mode, mais vraiment une
une estime de soi et un besoin de prendre soin qui est de plus en plus grand. Et évidemment qu'une doula va répondre à cette demande à un moment donné de grande vulnérabilité qui est devenir parent. Pourquoi la demande augmente-t-elle à une volonté de parentalité plus consciente et personnalisée? Plus personnalisée, oui, plus consciente aussi. Moi, c'est vrai que les personnes que j'accompagne sont très informées. Ouais, c'est des personnes très informées, déjà très, très conscientes, qui savent ce qu'elles veulent plutôt et qui parfois vivent de l'hésitation ou autre, mais mes questions leur permettent d'aller un peu plus loin dans leur réflexion et de se trouver dans une stabilité et un ancrage, dans ce qu'elles veulent vivre, ouais. Que dirais-tu à une mère, un père, un couple qui se demande si faire appel à une doula pourrait les aider? Si vous avez écouté ce podcast, que ça vous a fait sens, que vous êtes en demande de vous offrir le meilleur pour vous, que c'est une évidence, que ça fait waouh à des moments, eh bien, peut-être que il est l'heure de rencontrer votre doula ou d'aller à la recherche de votre doula, celle qui fera sens, qui illuminera vos, vos journées, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas qui fera boum boum à votre petit cœur. C'est une doula avec laquelle vous allez vous sentir en sécurité, en confiance, et puis avec laquelle vous allez pouvoir être vraiment dans votre authenticité, ça c'est le plus important. Et puis des fois, juste essayer, ça peut faire du bien. Et puis des fois on peut se dire ah bah non finalement c'était une erreur. Et puis après, bon, pour l'instant c'est jamais arrivé. Ce serait incroyable que ça arrive, mais voilà, ça peut arriver. J'imagine que ça puisse arriver. Et puis, il y en a d'autres où c'est un essai et puis en fait, ils se rendent compte que la puissance de l'écoute, être réellement écouté sincèrement et profondément et de manière inconditionnelle, c'est un waouh, c'est un immense waouh. Et voilà, il y a des personnes qui peuvent continuer avec des doulas sur un parcours grossesse, un parcours PMA, un parcours d'adoption, un parcours, tout projet de périnatal. Comment savoir si c'est le bon moment pour être accompagné? Ah ah! Et ben, j'ai envie de dire, c'est si ça scintille en toi, si, il y a cet appel, cet élan, ce premier pas qui se vit en fait, de se dire: «Ah oui, en fait là, il faudrait que je contacte une doula». Et puis il y a juste à voir, hein, juste après cet épisode, si tu raccroches ou même là, tout de suite maintenant, si tu arrêtes mes paroles et que tu fais des recherches sur les doulas autour de toi, bah, bienvenue, hein. Voilà. Et puis des fois, ça peut prendre un peu plus de temps et c'est OK, voilà. Et il y a pas de nécessité absolue à avoir absolument sa doula, tout le monde n'a pas besoin d'une doula, mais beaucoup en rêvent. Beaucoup rêvent d'avoir sa doula, mais n'osent pas ou ne veulent pas ou oser faire des demandes, c'est quand même, un sacré changement de vie après. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Eh bien, on peut me retrouver sur, le réseau social que j'utilise le plus, c'est-à-dire, Instagram à @charlendoula, tout attaché, donc CHARLENEDOULA. On peut me retrouver sur mon site internet charlendoula.fr, tout attaché. On peut me retrouver aussi sur LinkedIn et Facebook à l'adresse Charlène Machpi Doula, donc Machpi MACHPY. Et aussi sur ma chaîne YouTube où j'ai créé un réseau périnatal parce que pour moi, c'était essentiel de vivre, du lien entre les professionnels de la périnatalité et donc c'est à l'adresse Charlène Doula aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà, je crois que j'ai tout dit et puis bien sûr le présentiel, c'est le mieux parce que moi j'aime les rencontres. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie, merci pour ton super podcast, pour, ce que tu permets de me faire vivre, mais aussi pourquoi pas de faire vivre, aux parents, qui nous ont écoutés et à toute personne qui écoute. C'est vraiment, précieux. Merci infiniment et merci de mettre à l'honneur les doulas, merci de mettre à l'honneur, ce magnifique métier qui de plus en plus j'appelle, l'un des plus beaux métiers du monde à vrai dire.